Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur le théorème de D'Alembert-Gauss avec un exercice qui est tombé à Polytechnique en MP. Donc on considère f une fonction qui est C1 de R dans C, qui est 2 pi périodique et qui ne s'annule pas sur R. On considère I de f l'intégrale, donc 1 sur 2 i pi, donc l'intégrale de 0 à pi de f' de t, f de t dt. Et donc il y a trois questions, et le but de l'objectif c'est de prouver le théorème de D'Alembert-Gauss. Donc je vous invite à chercher l'énoncé et je vais passer ensuite à la correction. Allez, donc on est parti pour la correction. Donc on va commencer par corriger la question 1. Donc f elle est C1, donc elle ne s'annule pas sur R, donc la fonction f' sur f elle est définie et continue sur R, donc on peut l'intégrer, donc l'intégrale I de f existe. Il en va de même pour psi de t, ou psi, vous vous rappelez, c'est là où il y a l'exponentielle de l'intégrale. Donc en particulier psi elle est C1 et donc on va essayer de la dériver. Et puisque la fonction qui est à t va associer l'intégrale de 0 à t de f' sur f elle est C1, et donc on obtient que la dérivée donc, de psi prime de t c'est égal à f' sur f fois l'exponentielle du coup de l'intégrale à 0 à t de f' θ sur f θ dθ. Donc en fait qu'est-ce qu'on a? On a que psi prime c'est égal à f' sur f fois psi. Donc psi elle vérifie une équation différentielle d'ordre 1 qui est assez sympathique. Et il se trouve, et donc l'équation évidemment c'est y' moins f' sur f fois y. Donc est-ce qu'on n'a pas une autre solution qui est évidente à cette équation? Eh bien la réponse est oui, c'est f qui est solution, puisque si vous prenez, donc là j'ai oublié de dire égale 0, donc si vous prenez f, du coup, f à la place de y, vous avez f' moins en fait f' égale 0. Donc c'est bien une solution. Donc f c'est aussi une solution, et vu que l'espace des solutions est de dimension 1, ça veut dire que psi c'est égal à lambda f avec un certain lambda dans R. Donc c'est pas mal, on est bien avancé là. Et donc vu que f elle est 2 pi périodique, il en va de même pour psi. Ainsi psi de 2 pi ça vaut psi de 0 qui vaut 1, c'est-à-dire en fait que l'intégrale du coup de 0 à pi, 0 à 2 pi de f' de t sur f de t dt, si on en prend l'exponentielle, eh bien c'est égal à 1, donc là c'est ce qu'on a pris en 2 pi. On a pris psi en 2pi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exponentielle donc cette exponentielle là elle appartient à u, donc les racines de l'unité. Et donc enfin elle est dans le cercle unité, et donc l'intégrale de 0 à 2pi, si du coup on passe à l'exponentielle complexe, et bien on a que l'intégrale de 0 à 2pi de f' de t sur f de t dt, ça appartient à 2i pi z, c'est-à-dire que ça s'écrit sous la forme 2i capi avec un certain k dans z. Et il se trouve que si vous divisez par 2i pi, vous récupérez i de f, et i de f appartient donc à z, vu que cette intégrale là appartient à 2i pi z. Allez, on est parti pour la deuxième question. Donc i de fp elle peut être définie que si fp ne s'annule pas sur le cercle unité, c'est-à-dire si p n'admet pas de racine de module égale à 1. On suppose donc que c'est le cas ici, et par théorème d'Alembert-Gauss qu'on admet dans cette question, on sait que P admet n égale P admet autant de racines éventuellement égales que son degré, et donc on note alpha i les racines de P. On sait qu'on a la décomposition P' de x sur P de x égale la somme du coup des 1 sur x moins alpha k, qui est la décomposition classique des quotients de polynômes. Donc pour tout t dans 0 de pi, si vous regardez fp' de t sur fp de t, fp' de t ça fait sortir i exponentialité, puis après vous avez le quotient p' de exponentialité sur p de exponentialité, et donc vous remplacez la formule du dessus avec grand x l'indéterminé égale exponentialité, et donc vous avez cette formule là, après avoir fait rentrer le i exponentialité ici. Donc c'est pas mal. Et donc i de fp c'est 1 sur 2 i pi fois l'intégrale de 0 à 2 pi de fp' sur fp. Donc en remplaçant avec ce que vous avez trouvé ici, la somme, eh bien vous allez avoir un 1 sur 2 pi qui va sortir, et l'intégrale de 0 à 2 pi de exponentialité sur exponentialité moins alpha k dt, où on a une somme effectivement où k parcourt 1, etc. n. Donc on a trouvé ce résultat, on va dire, ce résultat intermédiaire, et on va réaliser un développement série entière de la fraction rationnelle 1 sur x moins alpha k. On va distinguer le cas où en module alpha k est plus grand que 1 et où en module alpha k est plus petit que 1. Donc si le module d'alpha k est plus petit que 1, eh bien
on va se ramener du coup au développement en série entière du coup de 1 sur 1 moins t, où t est de module plus petit que 1 strictement. Et donc au final, on peut avoir ce développement en série entière avec du coup la somme du coup des alpha k à la puissance p fois exponentielle moins ipt. Donc on est pas mal avancé. Et ben, l'idée d'effectuer un développement en série entière, ben, c'est pour faire une permutation série intégrale. Et vu qu'on a convergence normale de cette série entière, et bien on peut intervertir somme et intégrale, et ainsi obtenir ben, que i de fp, qui est égal à ça, donc en remplaçant cette intégrale-là par ça, eh bien on peut permuter les deux et obtenir ce résultat-là. Et il se trouve qu'au final, on manipule l'intégrale de 0 à 2pi d'exponentielle moins ipt dt. Et ça, cette intégrale, elle vaut 0 si p est non nul et 2pi sinon. Et donc il reste finalement i de fp égale k. Donc je reprends le raisonnement. Donc si le module d'alpha k est plus petit que 1, on a i de fp qui est égal à k. Donc on a autant ifp c'est égal à k, c'est-à-dire au nombre de racines qui sont dans le cercle unité. Maintenant, si en module alpha k est plus grand que 1, alors on procède de la même manière que précédemment, sauf que cette fois-ci on se ramène à quelque chose, toujours au développement en série entière, de la forme 1 sur 1 moins t, où t est compris dans 0,1, donc on essaie de manipuler, voilà, c'est factoriser pour se ramener à ça. Et donc, ensuite, on fait un développement en série entière comme tout à l'heure, et on obtient ce résultat-là. On permute de nouveau somme et intégrale, puisque la convergence normale absolue est vérifiée. Et donc, on se retrouve avec l'intégrale de 0 à 2pi d'exponentielle i p plus 1t dt. Or, p plus 1 est tout le temps distinct de 0, donc toutes les intégrales sont nulles, et donc finalement, i de fp vaut 0. Ainsi, i de fp, qui n'est défini donc que si p n'admet pas de racine de module unitaire, c'est égal au nombre de racines du polynôme contenu strictement dans le cercle unité. Allez, donc on va pouvoir enfin conclure avec le théorème d'Allen-Bergos. Donc on va raisonner par l'absurde, on va se donner P un polynôme non constant de degré n, et on suppose que P ne possède pas de racine, et donc on va essayer de se ramener aux questions précédentes. Donc pour tout R, la fonction qui est définie par du coup phi de R, la fonction qui a t va associer P, R exponentialité, donc une fonction de R dans C, elle s'annule pas sur 0 de pi, et donc on peut définir I de phi R, donc attention, il faut bien vérifier que ça s'annule pas sur 0 de pi. Pour tout R dans grand R, on va poser f de R qui est égal à I de phi R, donc l'intégrale donc à 1 sur 2pi près de 0 à 2pi de R exponentialité P' R exponentialité sur PR exponentialité dt. Et donc cette fonction de deux variables, de la variable R et T, elle est continue sur R plus croix 0 de pi, donc d'après les propriétés des intégrales à paramètres, on déduit que grand F elle est continue sur R plus. Et il ne faut pas oublier que par la question précédente, grand F est à valeur dans Z, donc elle est constante sur R+, et donc ça veut dire que f de R, elle vaut 0 pour tout R, dans R+. Or, je rappelle que x fois p' de x sur p de x est équivalent à n, donc la limite du coup de cette chose-là pour r qui tend vers plus infini, c'est n. La fonction qui a x va associer x fois p' de x sur p de x, elle est continue sur c et tend vers une limite finie quand la valeur absolue de x tend vers plus infini. Donc on en déduit qu'elle est bornée sur c. Et ainsi, donc il existe un certain cas tel que on ait ce bornage-là. Et on peut donc appliquer le théorème de convergence dominée pour obtenir que la limite de fr pour r qui tend vers plus infini, c'est 1 sur 2pi fois, donc on peut permuter l'intégrale et la limite, et ainsi obtenir que la limite pour r qui tend vers plus infini de f de r, c'est n, et ça c'est en contradiction avec le fait que grand F est nul sur R+, et donc c'est donc que P admet nécessairement une racine complexe, et donc on a prouvé le théorème de Dallen-Bergos. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est assez intéressant. Clairement, c'est un résultat très intéressant d'un point de vue théorique, le théorème d'Allen-Bergos, et on a réussi à le présenter, à en donner une démonstration avec des intégrales de R dans C. Donc c'est un exercice qui est vraiment intéressant. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. J'espère vous retrouver sur l'une d'entre elles. Salut! We'll be right back.